Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc je voulais dire que c'était avec un grand plaisir, mais aussi avec beaucoup d'émotion qu'on accueille ce soir cet hommage à François Cazeflis. Alors c'est vrai que nous, on l'a connu tout simplement parce qu'il venait à la médiathèque donc avec sa femme Chantal, et on garde de lui voilà un très très bon souvenir parce qu'il était toujours très souriant et toujours un mot très agréable. Voilà. Après, on a su voilà seulement plus tard voilà quel était son parcours, son métier. Alors on avait un petit peu deviné malgré tout, mais voilà, j'avais aussi pu le croiser lors de la marche pour le climat à Montpellier. Donc ça c'était avant le Covid, et là donc j'avais vu son grand banderole Greenpeace, donc voilà j'avais su aussi qu'il militait beaucoup, et donc voilà, donc nous sommes très heureux voilà d'accueillir ce soir cet hommage. Alors je vais laisser tout d'abord la parole à Monsieur Alain Barbe, donc maire d'Ématelle. Chère Chantal, chère Anne, chère Aline, mesdames et messieurs, monsieur le président de Greenpeace France qui nous fait l'honneur d'être ce soir avec nous. Je salue aussi l'ensemble des élus du conseil municipal d'Ématelle qui sont venus nombreux pour cette soirée un peu particulière pour notre village d'Ématelle. Il va se dégager forcément beaucoup d'émotions. Nous ne sommes pas là uniquement par curiosité, mais nous sommes là tout simplement pour nous associer à cet hommage que vous rendez ce soir à un de votre camarades, certainement un de vos collègues, en tout cas quelqu'un qui a marqué énormément notre commune d'Ématelle, et notamment, je crois que c'est lui qui nous a éduqués sur l'environnement, et au travers de nos différentes promenades qu'on a eu l'occasion de faire, nos petites journées d'environnement, certes très modestes, mais toujours très intéressantes et très attrayantes, notamment en compagnie de François, qui avait vraiment l'art de nous faire découvrir sa passion, son métier de chercheur, et y trouver ici des choses toujours remarquables, extraordinaires, formidables. Voilà, donc moi j'en ai des souvenirs forcément encore très présents, et aussi dire aussi devant ce nombreux public quel homme il était, un homme vraiment attachant, toujours disponible, très agréable. En tous les cas, on en a bien profité, et je le remercie pour tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a donné pour notre jolie commune d'Ématelle. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir. Je connais un peu ses travaux, je sais son engagement, je connais son engagement aussi pour Greenpeace, mais aussi dans son métier de recherche. Et donc j'ai hâte ce soir de le connaître encore un peu mieux. Voilà, merci. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous et à toutes, et merci beaucoup d'être là. Merci à la médiathèque, à Christine et Florence pour leur accueil. Et merci aux intervenants qui viennent de près ou de loin et qui ont répondu présents à cette invitation. Et surtout, merci aussi à François et à sa famille qui a contribué bien sûr à l'organisation de cet hommage. Donc, vous me connaissez peut-être, je suis Angela Biancofiore et je suis présidente de l'association Remedia Communication. Mais il y a aussi le Centre Théorie Pratique du Caire qui s'associe à cet hommage parce que c'est un centre que j'ai co-créé. Le Caire en tant que prendre soin de soi, de l'autre et de l'environnement. Et avec François, nous avions de longues discussions sur l'environnement, sur l'écologie, sur les rapports aux animaux. Et c'était vraiment très, très passionnant d'avoir cet échange. La première fois que je l'ai connu, c'était lors d'une balade ornithologique avec mes étudiants et avec, bien sûr, les citoyens d'Ématelle. Et c'était très, très agréable de pouvoir sentir qu'il était non seulement un chercheur, mais un traducteur. Parce que nous avons besoin de traducteurs, étant donné que l'univers de l'humain, du non-humain, ne communique pas forcément bien. Et bien dans son activité de présentation de la vie des animaux,
il avait cette fonction, effectivement, de nous faire comprendre les signes, nous faire comprendre comment l'humain ne peut s'épanouir, ne peut se définir que dans cette relation de convivialité avec le non-humain. Et donc c'est pour ce don qu'il avait, ce talent de communiquer et sa passion pour le vivant. Voilà, le vivant dans un sens très large. Nous allons découvrir donc aujourd'hui avec nos intervenants l'aspect, disons, plus scientifique de sa carrière, mais aussi l'aspect militant, l'aspect humain, tout simplement, parce que il avait cette capacité aussi de rentrer en relation avec les autres d'une manière très conviviale, très amicale, y compris avec des peuples autochtones, par exemple de Guyane. Donc cet aspect militant, scientifique et humain de François sera mis en valeur aujourd'hui. Donc je passe tout de suite à la présentation donc Frédéric Delsuc ici, qui va intervenir au titre de ses relations de travail et amicales aussi avec François, chercheur donc à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, Emmanuel Duzeri, qui est aussi enseignant-chercheur en biologie de l'ISEM, CNRS, l'Université de Montpellier. Et nous avons également Pierre-Olivier Antoine, paléontologue des néotropiques, CNRS et UM, toujours Institut des sciences de l'évolution. Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, qui est ici, et pour ses relations aussi en tant que militant, en tant qu'ami aussi de François Katseplis. Et Tito Ambillon, que je remercie d'être ici, aussi militant de Greenpeace. Je m'appelle Emmanuel Duzeri, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Je connais François depuis 33 ans, j'ai essayé de compter, ça fait 33 ans. Et en fait, j'ai la particularité d'être un de ses 2 premiers étudiants en thèse. Donc, je suis un des premiers enfants scientifiques de François et il m'a énormément apporté. Et je prends la parole ce soir en premier pour essayer de vous donner une petite idée de scientifiquement quels étaient les travaux que François conduisait. Et je vais essayer le plus brièvement possible de vous donner quelques exemples. Je le fais en prenant comme fil conducteur le début de la carrière de François. Donc François était très tôt intéressé par les oiseaux. Donc vous avez peut-être certaines ou certains d'entre vous, vous l'avez croisé à l'occasion de sorties ornithologiques. Donc c'est pas étonnant, François a toujours été passionné d'ornithologie. Mais durant ses études, quand il est arrivé notamment au moment de faire une thèse, il a travaillé sur les sujets qui étaient proposés à cette époque-là par son encadrant de thèse. Et ça a été les musaraignes, donc c'était pas les oiseaux, c'était les mammifères. Les musaraignes, ce sont des petits mammifères insectivores et sur lesquels François a travaillé durant toute sa thèse. Et donc, pour essayer de vous dire quel était le cœur de spécialité de François, je pense qu'on peut dire que c'était un naturaliste qui était spécialiste de l'étude des espèces de mammifères et d'oiseaux. Et en fait, quand on est biologiste, le premier geste qu'il y a à faire, c'est identifier et classer les espèces. Et la manière la plus performante qu'on a pour faire ça à l'heure actuelle, c'est de se baser sur les relations de parenté que les espèces ont entre elles. Et en fait, c'est comme dans nos familles, c'est comme avec nos frères, nos sœurs, nos cousins. En fait, on est d'autant plus apparentés que on va finir par être rangés dans la même famille. Et les biologistes fonctionnent comme ceci. Ils essaient d'identifier les relations de parenté entre espèces pour essayer de construire une classification qui permet de s'y retrouver au niveau de tout cet incroyable nombre d'espèces qui existent actuellement autour de nous. Et en fait, François, il est de la génération où a commencé à se développer en biologie une approche alternative à celle qui a été utilisée pendant des siècles, à savoir se baser sur la morphologie, sur l'anatomie, sur les fossiles aussi, c'est-à-dire toutes les traces visibles, facilement visibles, qu'on peut avoir des espèces actuelles comme des espèces éteintes.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les approches traditionnelles. Ce sont par exemple les aspects, les approches sur lesquelles Linné, Darwin ou d'autres se sont appuyés pour comprendre l'évolution des espèces ou les identifier. Et puis en fait, avec les progrès des expérimentations scientifiques, c'est petit à petit développé le fait qu'on est venu voir non plus uniquement au niveau de la morphologie ou donc l'allure générale des organismes pour les reconnaître, mais on est venu regarder au sein des cellules, donc au niveau du patrimoine génétique, ce qu'on appelle l'ADN, au niveau des protéines, c'est-à-dire des constituants fondamentaux de la cellule. Et donc les biologistes sont venus chercher là aussi des informations avec des outils ou des méthodes qui ne sont plus juste l'œil ou la loupe binoculaire ou le microscope. Et donc François a fait sa thèse sur ces musaraignes en utilisant des comparaisons de protéines avec l'idée que plus des espèces de musaraignes étaient ressemblantes, plus elles partageaient des protéines qui étaient similaires les unes aux autres. Donc en utilisant des techniques de laboratoire, il a comparé ces protéines chez les musaraignes et il a contribué à identifier et à retracer les relations de parenté entre ces petits mammifères insectivores. Ensuite, donc, il a obtenu sa thèse en 1984 et à la fin de sa thèse, il a fait ce que font de nombreux doctorants, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Il est parti en post-doctorat aux États-Unis et à l'université de Yale, où il a rencontré un chercheur, Charles Sibley, qui avec son collègue Alquist utilisait une technique relativement révolutionnaire pour l'époque, qui était encore plus poussée que ce que François avait fait pendant sa thèse. Donc François a appris cette technique aux États-Unis, et quand il est revenu des États-Unis, eh bien, il l'a mis en œuvre à Montpellier, dans le laboratoire auquel nous sommes plusieurs dans cette salle à appartenir, qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Alors, pour que vous compreniez bien ce à quoi François a contribué, je vais vous détailler pendant quelques instants cette technique assez révolutionnaire. Donc, cette technique s'appelait l'hybridation ADN-ADN. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est l'ADN, c'est vraiment le patrimoine génétique qui est niché au fin fond de nos cellules, que ce soit des mammifères, des plantes, des champignons, des virus. Et cet ADN, en fait, c'est un alphabet à 4 lettres. C'est un petit peu bizarre, il n'y a que seulement 4 lettres. Mais cet alphabet permet d'écrire des mots, puis avec des mots, des phrases, puis avec des phrases, des chapitres, puis avec des chapitres, des livres entiers. Et puis avec plusieurs livres entiers, ce qu'on appelle familièrement les chromosomes, eh bien, on a la totalité du patrimoine génétique. Par exemple, chez l'homme, il faut mettre 3 milliards de lettres les unes à la suite des autres pour avoir la totalité de la bibliothèque. Et en fait, la technique révolutionnaire que François a utilisée, c'est de se dire, si on mélange les ADN de 2 espèces, si ces espèces sont très apparentées les unes aux autres, les ADN se ressemblent beaucoup. Et en fait, avec cette technique d'hybridation, on va chercher à séparer les ADN qu'on a mélangés. Si on les sépare facilement, ben ça veut dire que ces espèces n'étaient pas si proches que ça l'une de l'autre. En revanche, si les ADN sont très difficiles à séparer, c'est qu'ils sont accrochés l'un à l'autre en raison de leur degré de ressemblance. Et là, l'intensité avec laquelle on va séparer l'ADN va directement nous renseigner sur le degré de parenté des organismes. Et ça, dans les années 1980, c'était absolument révolutionnaire en biologie. Donc François a mis en place cette technique à Montpellier. On en parlait avec Frédéric tout à l'heure. À notre connaissance, ça doit être un des seuls endroits où ça s'est fait en France, et même en Europe d'ailleurs. Et pour vous donner un exemple concret, moi je suis arrivé en thèse à l'époque où François donc appliquait routinièrement cette technique au laboratoire. Et on a un jour, dans le cadre de nos analyses, on travaillait sur les mammifères qu'on qualifie d'ongulés, donc comme le veau, la vache, le cochon. Et en fait, la technique était à sa limite de pouvoir résolutif quand on mélangeait l'ADN d'une vache avec de l'ADN d'un cochon. Alors vache et cochon, les paléontologues le savent bien, c'est évident comme le nez au milieu de la figure, ça a un nombre pair de doigts aux pattes, donc c'est depuis très longtemps rangé dans le même groupe. Et pourtant, en comparant l'ADN de la vache et du cochon, on était à la limite du pouvoir résolutif de la technique, c'est-à-dire que les ADN commençaient à être trop différents les uns des autres pour que ça marche très bien.
Et puis, on a un collègue qui s'appelle Ulfor Arnason, qui travaillait en Suède, qui était spécialiste de cétacés, qui nous avait envoyé des ADN de cétacés, ce qui n'est pas forcément facile à trouver. Et dans la littérature, notamment la littérature de paléontologie, donc l'étude des fossiles, il y a une hypothèse selon laquelle les cétacés, malgré leur apparence actuelle, pouvaient avoir un lien de parenté avec des animaux comme les vaches, les cochons, puis je ne vous ai pas cité les chameaux, les dromadaires qui font partie du même groupe. Alors, c'était très surprenant. Donc, nous, on a appliqué cette technique d'hybridation ADN avec de l'ADN de cétacés. Et là, je me souviens que avec François, ça a été un super souvenir parce qu'on a eu un résultat assez extraordinaire, que l'ADN de baleine s'hybridait beaucoup mieux avec l'ADN de la vache que l'ADN de la vache avec celui du cochon. Et ça, on a été aussi surpris que vous à l'époque quand on a vu ça, et c'était visible comme le nez au milieu de la figure. On a refait une fois, 2 fois, 3 fois les expériences, ça a toujours donné le même résultat. On a refait ça avec de l'ADN de dauphin, de baleine et de cachalot, parce que le professeur Arnason nous avait envoyé ces ADN de 3 rameaux de cétacés, donc très, très différents les uns des autres, et à chaque fois, on a retrouvé exactement le même résultat. Et ça montre quelque chose qui est connu depuis maintenant, qui est prouvé depuis le début des années 90 sur des bases moléculaires. Les cétacés, comme les baleines, sont des proches parents des vaches ou des hippopotames, en tout cas des plus proches parents que les vaches ne le sont, par exemple, par rapport aux cochons en sanglier. Donc ça, c'est pour vous illustrer l'incroyable pouvoir résolutif que recèle l'ADN, puisque l'ADN enregistre toutes les mutations au cours de l'évolution des espèces, et ça nous permet de retracer leur histoire évolutive. Donc François était un des précurseurs en France et en Europe dans ce domaine. Et quelques années ont passé, et puis là on arrive au début des années 90. François avait été encouragé dans notre laboratoire à fonder sa propre équipe de recherche, équipe à laquelle Frédéric ou Séverine, que j'aperçois dans la salle, ont fait partie actuellement. C'est une équipe qui s'appelle l'équipe de phylogénie moléculaire et d'évolution. Et donc c'est une équipe que François a fondée et qui est spécialisée dans le fait de retracer la généalogie des espèces, toujours à l'aide de l'étude de l'ADN. Et en fait, la deuxième chose que je peux vous citer, et je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, et je m'arrêterai très vite, c'est une deuxième invention révolutionnaire qui a complètement changé notre vie au laboratoire, qui a été inventée en 1988. Donc vous voyez que c'est à peu près concomitant du moment où François a mis en place la technique dont je vous ai parlé précédemment. Cette invention s'appelle la PCR, et en fait, c'est une invention qui permet, au lieu de manipuler l'ensemble de l'ADN, ça permet de venir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lire une phrase ou un mot particulier dans l'immense bibliothèque que constitue notre ADN. Et en fait, on peut cibler un mot ou une phrase et regarder si elle a beaucoup changé chez différentes espèces. Et le degré de changement dans les mots, l'ordre des mots dans la phrase, ou même la position de la phrase dans le chapitre ou dans le livre, nous renseigne directement sur ces fameuses relations de parenté. Donc ça a été quelque chose de beaucoup plus fin au niveau technique que les hybridations ADN dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que pour les hybridations ADN, c'est l'ensemble de la bibliothèque qu'on manipulait. Donc c'était un petit peu une image globale et pas une image de détail. Et grâce à cette technique de PCR, on a pu vraiment lancer tout ce qui se fait actuellement en routine en biologie dans le cadre de l'identification et de la phylogénie des espèces. Et il m'a fallu, pour ce soir, choisir un exemple concret de ce à quoi ça a pu servir. Et en fait, au début des années 90, il y a plein de laboratoires dans le monde qui se sont mis à appliquer cette technique à l'étude des mammifères, bien sûr, à l'étude des plantes, à l'étude des champignons, à l'étude des virus, des bactéries. Donc c'est une technique qui a été extrêmement utilisée. Et les techniques avec les premiers ordinateurs de l'époque qui n'étaient pas très puissants par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui, les techniques qui permettaient d'extraire l'information de ces comparaisons, parce que vous doutez bien que c'est des comparaisons qui sont quand même difficiles à faire, ces techniques n'étaient pas forcément très sophistiquées et il y a des pièges d'analyse statistique dans lesquels il était possible de tomber. Et en fait, à l'époque, je pense que ça va rappeler des choses à plusieurs d'entre nous, il y avait un grand débat, notamment chez les mammifères, pour savoir si des animaux très bien connus, comme les rongeurs, donc notamment le rat, la souris, l'écureuil ou encore le cochon d'Inde,
Il y avait un débat pour savoir si tous ces animaux étaient étroitement apparentés les uns aux autres, ce que les paléontologues ou les spécialistes de mammifères depuis, je pense, le début du XXe siècle savent parfaitement. Hein, les rongeurs sont des animaux qui ont des incisives à croissance continue, et ça, c'est une caractéristique qui fait qu'ils sont étroitement apparentés les uns aux autres. Et pourtant, les premières analyses qui ont eu lieu sur la base de l'ADN avaient l'air de montrer que le cochon d'Inde, d'une part, et la souris, d'autre part, étaient deux rameaux familiaux complètement indépendants au sein de l'arbre des mammifères. Et donc ça, c'est quelque chose qui surprenait beaucoup les gens qui travaillaient sur la morphologie ou sur la paléontologie. Donc nous, on s'est collé à cette question-là en essayant de changer les phrases qui étaient lues dans l'ADN d'une part et en améliorant les techniques qui permettaient d'extraire le signal. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, rats, souris, écureuils ou cochons d'Inde partageaient bien un ancêtre commun unique. Ça veut dire qu'ils étaient bien étroitement apparentés les uns aux autres. Ce qui veut dire que les premières études qui avaient été faites avaient été un peu victimes d'un certain emballement dû à la jeunesse de la technique et que les analyses n'avaient pas été conduites de manière suffisamment rigoureuse. Donc là, d'un seul coup, on s'est réconcilié complètement d'un bout à l'autre des couloirs de laboratoire avec nos collègues qui, eux, n'étudiaient pas l'ADN, mais étaient spécialistes de la morphologie ou de la paléontologie des mammifères. Donc je vais m'arrêter là en soulignant quelque chose d'extrêmement important, c'est que pour faire toutes ces analyses, François, il a eu un réflexe de naturaliste. C'est-à-dire, il a eu un réflexe, dès le début de sa carrière, de collecter des spécimens des animaux qu'il étudiait. Que ce soit des spécimens d'oiseaux, des spécimens de mammifères. Quand je dis spécimens, ça peut être des spécimens dans leur entier. Ça peut être des échantillons de tissu, un bout de foie, un bout de rate, si l'animal a été tué, par exemple, ou s'il a été disséqué. Ça peut être pour les oiseaux des pelotes de réjection. Donc les pelotes de réjection, ça montre tout ce que l'animal a mangé. Donc même si on ne voit pas des animaux qui ont été des proies, on peut en retrouver la trace sous la forme des petits os ou des petits débris qu'on va trouver dans les pelotes de réjection, etc. Il y a même des choses moins avouables. Je vous avouerai que François a collectionné des fesses aussi d'animaux, mais ça c'est quelque chose qui se fait. Bref, tout spécimen qui permet d'extraire de l'ADN, tout spécimen qui permet de garder une trace de ce à quoi ressemblait l'animal. François a eu le réflexe, comme tous les naturalistes du XVIIIe, du XIXe ou du XXe siècle, de collectionner, d'étiqueter, de recenser. Et il y a un moment où le laboratoire, ça prenait de la place. Donc il a fallu pousser les murs et convaincre la direction du laboratoire qu'avoir une collection de tissus, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Et en fait, il y a une publication de 1991 qui décrit l'importance de cette collection de tissus pour la communauté scientifique, et nous vivons tous, 30 ans après, largement sur la base de cette collection. Et donc, on en arrive au milieu des années 90, vers 1994, où François, pour la première fois, fait un voyage en Guyane. Et là, on va voir dans la suite de la soirée que ça a été le virage vers de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes et le début de son engagement en faveur de la biodiversité. Et comme j'ai assez longtemps parlé, je vais laisser le soin à mes collègues de prendre le relais chronologique. Et donc moi, quand je suis arrivé en 97 à Montpellier, je cherchais un stage de maîtrise à l'époque, Master 1 maintenant. Et j'avais vu une petite annonce qui m'a vraiment intrigué. Et c'était pour travailler sur la diversité génétique des tatous à 9 bandes en Guyane. Et leur comparaison avec leurs congénères des États-Unis, qu'on connaissait déjà. Puisque cette espèce est distribuée du sud-est des États-Unis, où elle est devenue invasive il n'y a pas très longtemps, à la pointe carrément, presque le cône, le nord d'Argentine, etc. Donc, toute la région néotropicale. Donc on avait des tatous de Guyane et des tatous d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, pardon. Et donc il s'est avéré que ces tatous, ils étaient là grâce à François dans ce laboratoire, puisque je suis arrivé 2 ou 3 ans après qu'il ait vraiment commencé à aller faire des campagnes de terrain en Guyane. Et ce qui a correspondu aussi à un enrichissement vraiment majeur de la collection de tissus dont Emmanuel parlait, puisque maintenant, aujourd'hui, on en est à 7000 tissus. À l'époque, c'était à peu près 1000 et quelques tissus. Donc l'essentiel des tissus qu'on a en collection, ce sont des espèces qui ont été collectées
par François au cours de ses diverses missions en Guyane. Et tout a commencé en fait en 1994, à l'occasion en fait, de la mise en eau du barrage de Petit Saut. Donc le barrage de Petit Saut, c'est un barrage qui a été fait sur hydroélectrique sur le fleuve Sinamari, qui est situé à 40-50 km de Kourou. Et donc vous voyez à quoi servait essentiellement la mise en place de ce barrage. C'était surtout pour alimenter donc, en électricité évidemment la Guyane, mais surtout beaucoup le centre spatial qui est situé donc, à Kourou et d'où décollent les fusées Ariane depuis ces années-là. Donc, à l'occasion de cette mise en eau qui a eu lieu en janvier 1994, donc EDF, qui était l'entreprise en charge, à l'occasion d'une belle opération de, on va dire, compensation écologique ou greenwashing, selon comment vous pouvez l'interpréter, a en fait payé des missions de relocalisation des animaux qui ont été noyés, en gros, lors de la mise en eau du barrage qui a quand même inondé plus de 200 hectares de forêt tropicale primaire sur le fleuve Sinamari. Et donc je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais François a été de ses premières missions, qui étaient en fait des missions d'inventaire de la biodiversité suite à ces inondations-là. Donc c'était des missions qui s'appelaient faune sauvage et qui réunissaient en gros tous les organismes impliqués dans l'environnement en Guyane, donc l'ONF, etc. Et donc François a fait partie de ces missions, et ses premières missions de terrain, c'était faire des layons aux abords du barrage pour inventorier la biodiversité qu'il y avait. Et donc là, en préparant cet hommage, j'ai réécouté son interview de 2017 là, sur France Culture, et je le conseille à tous si vous voulez comprendre vraiment le personnage, et où il disait qu'il utilisait même le mot qu'il avait été en fait choqué par la biodiversité, notamment des petits mammifères qu'il trouvait en Guyane, notamment comparé à donc une des images qu'il prenait, c'était quand vous posez des pièges ici dans votre jardin pour piéger des petits mammifères, vous avez vite fait le tour des espèces qu'on peut attraper en France métropolitaine. Vous pouvez facilement les reconnaître, assez facilement, et au bout de quelques années, vous devenez un peu expert de la faune locale. Et quand il est arrivé en Guyane, là, c'était plus du tout la même chose, puisque là, on est littéralement débordé de biodiversité, et notamment chez ces petits mammifères qui étaient en fait assez peu étudiés, puisque c'est beaucoup plus simple d'étudier des grands mammifères, et puis les rongeurs arboricoles de la forêt tropicale. Bon. Voilà, c'est pas non plus, ils ne sont pas chassés, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Et donc en fait, François est tombé à un moment vraiment idoine pour lui, puisque lui, il avait accumulé l'expérience de laboratoire avec cette mise en place de toutes ces techniques de biologie moléculaire qui permettent justement d'estimer la diversité génétique des espèces, mais aussi d'arriver simplement à les reconnaître, puisque comme on a parlé Emmanuel, il y a la morphologie, et parfois la morphologie cache. C'est pas évident d'arriver à distinguer des espèces qui peuvent se faire peut-être plus facilement par les méthodes moléculaires. Donc moi, quand je suis arrivé pour travailler sur mes tatous, il y avait des gens qui travaillaient au laboratoire sur essayer de trouver des marqueurs moléculaires pour distinguer deux espèces d'opossums qu'on trouvait en Guyane. Donc les opossums et les rongeurs, c'était vraiment ce qui intéressait le plus François en Guyane. Donc ça a abouti, ces 30 ans de terrain en Guyane ont abouti à cet ouvrage-là que vous pouvez trouver à la médiathèque, qui répertorie justement les marsupiaux et les rongeurs de Guyane. Et donc il a fait ça au cours de 30 années, où je pense que, je ne sais pas, en 30 ans, j'ai pas fait l'inventaire exact du nombre de missions qu'il a fait, mais ça doit être à peu près autour de 30, puisqu'il était extrêmement souvent en mission. Des fois, on ne savait même pas qu'il était d'ailleurs en mission, donc je vous lis un mail, parce que ça c'est quand même une bonne anecdote.
Donc, on faisait des réunions, bien sûr, comme toute équipe. Et donc, moi, j'étais en charge à l'époque, en 2006, là, ça date de novembre 2006, ce mail. Donc, j'avais envoyé un message qui disait bonjour, la prochaine réunion d'équipe aura lieu vendredi. Nanana. Et là, on recevait souvent, parfois, des mails comme celui-là, donc de François. Donc, bonjour, malheureusement, je ne pourrai pas participer à la prochaine réunion Filmol. Notre pirogue part très tôt, demain, mercredi 8 novembre. Mais comme les eaux du fleuve sont basses, nous devrons dormir à mi-chemin en forêt pour arriver à Camopi, prendre notre petit avion de location vendredi midi. Ensuite, on ira récupérer nos équipements qui sont descendus par une autre pirogue et qui devraient arriver, Inch'Allah, dimanche sur Saint-Georges. Voilà, mission réussie sur bien des points. La population en Wayampi, j'y reviendrai après, elle nous a fait un bon accueil, pas d'accident et seulement de petits bobos. Par exemple, ce matin, extraction d'une mouche chic dans mon pied gauche. Mais qu'est-ce par rapport au malheur quotidien du monde? Avant-hier matin, arrivée d'un gros tapir chassé en amont, découpe de celui-ci sur les rochers de bord de fleuve, gros repas de viande pour plusieurs familles, très apprécié, entre parenthèses, et c'est bien meilleur que le singe ou le toucan. À bientôt, vers le 17 novembre. François. Voilà, donc voilà le genre de messages qu'on recevait quand on avait un peu oublié qu'il n'était pas là, parce que des fois, il y avait tellement souvent dans ces années-là que c'était difficile de l'attraper. Et en fait, il était un peu le seul à y aller à cette époque-là en Guyane. Et notamment à faire des missions de terrain avec quelques étudiants. Et alors parfois, il venait quand même aux réunions entre les missions. Hein. Et à chaque fois, dans ces réunions, effectivement, il prenait un malin plaisir à nous ramener sur le terrain, et notamment sur la connaissance, en ramenant des connaissances, puisqu'on était souvent quand même absorbés par nos analyses moléculaires, etc. Et ramener sans cesse le débat sur les organismes et l'importance de s'intéresser non pas qu'à leur ADN, mais aussi à l'organisme en tant que tel, leur écologie, etc. Et souvent, il nous pointait sur le manque de connaissances, même de base, sur la plupart de ces organismes, ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie des organismes, la longévité, la période de reproduction, la saisonnalité de ces bestioles. Chose dont, sur les rongeurs, en l'occurrence néotropicaux qu'il étudiait, était vraiment... Et donc là, lui, il a fait l'effort justement de collecter beaucoup d'informations de base sur ces espèces-là, notamment. Et donc, ça, comme je l'ai dit, ça a venu enrichir la collection de tissus, et donc, comme Emmanuel en a parlé, donc je pense que la Guyane, vraiment, c'était pour lui le retour à ses premières amours de naturaliste vraiment de terrain, et il a vu l'opportunité d'allier son expertise acquise au labo, mais aussi à des missions de terrain. Et donc ça, je pense que ça l'a beaucoup marqué, et il a travaillé notamment sur l'impact de la chasse, l'impact aussi de la mise en place de nouvelles routes en Guyane sur la fragmentation des aires de répartition et donc sur la diversité génétique de ces espèces-là. Et donc, comme l'a dit Emmanuel, il avait un sens très poussé de la conservation des spécimens, puisque pour lui, le spécimen pouvait servir à répondre à beaucoup de questions en fait, scientifiques. Et donc, il a ramené d'ailleurs beaucoup de spécimens qui sont aujourd'hui dans des musées, et des spécimens de la collection qu'on utilise bien sûr toujours. Et une des choses qu'on fait avec ça, c'est de montrer qu'il y a des espèces complètement différentes en Guyane. Donc, pour revenir à Maitatou notamment, là on en est presque 30 ans après, on va enfin réussir à montrer, parce que maintenant on peut séquencer l'ensemble du génome, donc le livre entier, pour reprendre l'analogie d'Emmanuel, plutôt qu'un tout petit morceau. Donc ça permet bien sûr de voir d'autres choses, de faire des analyses beaucoup plus poussées. Donc on montre maintenant que ces fameux tatous de Guyane en fait sont une espèce complètement distincte, et qui est restreinte non pas à la Guyane, mais à ce qu'on appelle le plateau des Guyanes, donc le Guyana, un bout du Venezuela, le Suriname et l'état de l'Amapá qui est au Brésil. Mais c'est une espèce qu'on trouve que dans cet endroit-là, et qui est complètement en fait différente de celle qu'on trouve aux États-Unis, alors que jusque-là c'était passé complètement inaperçu, puisque ce sont des espèces qui morphologiquement se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc ça, c'est un exemple de ce à quoi sert la collection.
Et donc, bon, vous avez vu qu'il y a plein de photos très sympas de terrain de François qui mesure des chauves-souris, des rongeurs, etc. Mais il a fait aussi des choses beaucoup plus... beaucoup moins sexy, on va dire, sur le terrain, du point de vue du travail de terrain. Et notamment, il était... donc pour essayer de voir un petit peu l'impact de la circulation routière et la mise en place de nouvelles routes, il a fait des transects avec sa voiture qui consistait à aller traverser la Guyane par la seule route, donc la route principale, la N1, qui fait à peu près 350-400 km d'ouest en est, donc de la frontière du Suriname à Saint-Laurent-du-Maroni, en roulant à 30 à l'heure et en prenant bien soin de regarder chaque spécimen qu'il trouvait sur la route, écrasé, et s'arrêter, l'échantillonner, etc. Et pour arriver 8 heures après, donc il part vraiment au lever du jour, pour arriver 8 heures après à Saint-Georges de l'Oyapock, de l'autre côté de la Guyane, à la frontière avec le Brésil, avant de dormir, enfin manger, dormir, et ensuite repartir le lendemain, pendant quelques transects. Donc voilà, donc ça c'était pour l'anecdote, il n'a pas fait que des choses dans des endroits extrêmement sympathiques, tels que l'Inselberg, là, comme vous avez vu, au Nourag, ou d'autres choses. Et donc donc si on revient à cette diversité en fait d'échantillons qui prenaient à main le plaisir à exploiter, une de ses contributions, ça a été d'aller voir dans des pelotes de rejection d'une chouette en fait qu'on trouvait dans les savanes de Guyane. Il y a très peu de savanes, donc bien sûr quand on parle de Guyane, on pense tout de suite à la forêt tropicale, etc. Mais il y a aussi des milieux côtiers qui sont des savanes et qui sont en fait très diverses et qui notamment comprennent des espèces dites endémiques qu'on trouve que là-bas. Et donc François a contribué à découvrir une nouvelle espèce en fait d'opossum qu'on appelle Cryptonanus. Il veut dire s'il est grand, son nom latin, comme son nom l'indique. Et il l'a découvert en fait grâce à des os qu'il a trouvés dans des pelotes de rejection d'une chouette, qu'il avait eu l'idée d'aller ramasser au pied des poteaux sur les barbelés, où il avait vu qu'elles se posaient très souvent. Donc là, on revient à l'ornithologie, observation ornithologique, hop, je ramasse les pelotes de rejection et on a inventorié tout ce qu'elle a mangé. Et donc en faisant ça, ils se sont aperçus qu'il y avait un truc qu'ils n'avaient jamais vu et qu'il a envoyé à un collègue américain qui était donc spécialiste du groupe des petits opossums, qui lui a dit ça c'est quelque chose de nouveau, on n'a jamais vu, et donc il s'avère effectivement que c'est une espèce qui est endémique de la savane des Guyanes, d'un tout petit opossum. Et ce qui est beau, c'est que François a eu l'occasion d'organiser ensuite des missions de terrain pour essayer d'attraper les spécimens vivants de cette espèce-là, et ils ont réussi à le faire, et donc à boucler la boucle depuis la pelote jusqu'au spécimen. Voilà. Et donc juste pour faire la transition avec Pierre-Olivier, une chose, comme j'en ai parlé, donc, il a cité les Wayampi dans son mail, vous avez pu le voir. Donc je pense que François était vraiment extrêmement marqué par les séjours qu'il a pu faire dans les différentes communautés amérindiennes. Donc il a littéralement été aux 4 coins de la Guyane, parce que c'est vraiment localisé en 4 points. Donc il y a des populations amérindiennes autochtones donc de Guyane qui ont toujours vécu en Guyane dans la forêt, donc le long du fleuve Maroni d'un côté, le long du fleuve Oyapock de l'autre côté, à la fois en amont et en aval. Et toutes ces populations représentent des ethnies différentes. Donc, il y a les Wayana, les Wayampi, les Kalina, les Kalipo. Et donc je pense que François nous envoyait très souvent, il nous a beaucoup parlé en fait dans la salle café, notamment à ses retours de mission, à quel point il avait été marqué de vivre avec ces populations-là, et surtout de se rendre compte de l'impact que la civilisation guyanaise avait sur eux, c'est-à-dire la difficulté de s'adapter à un mode de vie occidentalisé, réellement. Et ça, je pense que ça a aussi contribué à son engagement encore plus fort
dans le côté militantisme environnemental, puisque ces populations sont soumises notamment et sont même menacées par notamment le mercure, l'accumulation du mercure issu de leur paillage illégal dans l'environnement. Voilà, donc c'était pour faire la transition à Pierre-Olivier qui va, je pense, parler pas mal de ces choses-là, qu'on avait beaucoup de plaisir à partager avec François au retour de ces missions. Merci. Merci Frédéric. C'est bon, tout le monde entend? C'est pas trop fort? C'est bien. Si j'en vois qui s'endorment, je rapprocherai le micro. Oui, effectivement, moi, je suis Pierre-Olivier Antoine, je suis professeur à l'université de Montpellier comme Emmanuel. On travaille d'ailleurs ensemble à enseigner divers aspects de l'évolution. Et moi je suis paléontologue, donc je travaille plutôt sur les organismes éteints, qui n'était pas la tasse de thé particulière de François, si ce n'est que quand même des organismes éteints descendent les organismes actuels. Et là on devenait intéressant, du coup. Alors, moi, je suis un petit-neveu par adoption. C'est-à-dire que je suis toulousain, ça s'entend peut-être à l'accent, et puis je suis arrivé à Montpellier après ma thèse, donc sans aucun lien avec la phylogénie moléculaire, mais en pleine période de, comme le disait Emmanuel, de conflit ou de fin de conflit entre des paléontologues, certains aigris, et des biologistes moléculaires, certains amers. Et des gens qui avaient pas mal d'ego les uns les autres. Vous savez, l'ego, les couleurs, tout ça, c'est compliqué. Et du coup, c'était un petit peu tendu des fois. Et puis moi, j'ai pas tout compris au début quand je suis arrivé. En fait, j'arrivais pour travailler sur le Pakistan. Moi. Je travaillais sur les grandes bêtes, les rhinocéros. Les rhinocéros fossiles du Pakistan, c'est un projet de terrain. Et alors, on allait sur le terrain avec des Montpelliérains au Balouchistan. Donc c'est un endroit lointain où il n'est pas trop facile d'aller. Enfin, il n'est plus du tout possible d'aller d'ailleurs aujourd'hui. C'est un endroit qui est entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. C'est super sympa. Les gens sont chouettes, mais c'est un petit peu âpre comme condition. Et alors, les premières discussions avec François, c'était Pierrol, tu es vraiment sûr qu'il y a autant de diversité de rhinocéros que ça? Parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même très très peu. Comment tu peux dire qu'il y avait autant de rhinocéros à l'époque? Et moi, à l'époque, j'étais jeune encore. Et je démarrais vite, déjà. Et du coup, ça me faisait pester. Alors que je me suis rendu compte très très longtemps ensuite qu'en fait, il jouait un petit peu. Il jouait beaucoup. C'est François. Il jouait. Enfin, facétieux, François. Et on échangeait beaucoup à ce propos des grands mammifères, quand même, la grande diversité. C'est plus facile d'imaginer une grande diversité de petits mammifères au même endroit. Justement, ce que disait Fred, et il citait abondamment des exemples du Nouveau Monde. Nouveau Monde où je ne travaillais pas encore à l'époque. Et donc, il me faisait râler un petit peu. Et donc François, il était super rigoureux, des fois un peu rigide quand même, faut le dire. Enfin, surtout pour un Méditerranéen pur jus comme moi. Et voilà, donc c'était, au début, c'était un petit peu dans la friction que ça se passait. Et puis petit à petit, le respect m'est apparu plus manifeste. Bon, moi je le respectais déjà parce que c'était quand même François et qu'il travaillait sur le terrain beaucoup. Et que comme Manu et Fred l'ont dit, le terrain, c'est pour la paléontologie, c'est un élément majeur. Et j'ai vite compris que François, ce qu'il partageait beaucoup et qu'il avait envie qu'il enrichissait aussi, c'était les échanges sur les conditions de terrain, ce qu'on faisait sur le terrain, pas nécessairement du point de vue scientifique, mais ce qu'on y vivait en tant qu'humain. Et effectivement, les paléontologues de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, ils vont partout. Beaucoup. Enfin, pas ces 2 dernières années, mais sinon, on bouge beaucoup et on essaie de faire en sorte que on soit dans des endroits... on ne descend pas dans les 5 étoiles. D'habitude, si on voit plusieurs étoiles, c'est parce qu'il y a des trous dans le toit des tentes. Hein.
et on vit comme les gens, les humains, sur place. Et puis ça permet de se faire respecter aussi. Et pas seulement comme colon, pas seulement comme occidental. Et ça permet de revenir aux endroits où on va aussi. Et ça, c'est des choses qu'on partageait vraiment sans la moindre équivoque avec François, parce que c'est la même vision. Même si ce n'était pas les mêmes peuples. Voilà, puis ça aurait pu être à la fin de l'histoire, et puis j'aurais pu ne pas être là ce soir. Mais les hasards de la vie académique ont fait que j'ai été promu ici à Montpellier, et que c'était pour travailler notamment en Amérique du Sud, où j'avais entre-temps acquis une expertise de terrain, alors pas en Guyane, mais au Pérou et en Bolivie. Pas les mêmes peuples, exactement, mais exactement les mêmes préoccupations. Préoccupations sur la pollution, préoccupations sur la survie, la biodiversité des organismes. Et cette biodiversité des organismes, elle inclut évidemment la biodiversité humaine. Et donc on a beaucoup échangé à propos de ces conditions-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie humaine. Pour la partie scientifique, en fait, il continue à me houspiller, ou à nous houspiller, gentiment, hein, gentiment, c'est François. Mais quand même, toujours avec un grand talent. Donc des bonnes petites piques partagées, et notamment sur l'aspect qui, selon lui, pêchait chez les paléontologues, qui a toujours pêché, c'est la connaissance de la variabilité. Quand on travaille sur les animaux, les organismes actuels en général, on a la possibilité d'accéder à une grande diversité d'organismes appartenant à la même espèce, des individus qui ne sont pas tous pareils. Si on faisait un échantillonnage à la François sur toute la population qui est ici, on trouverait des grandes différences entre nous. Mais ces différences, elles sont quand même circonscrites au sein d'une espèce qui est l'espèce humaine. Ça, c'est une vision de biologiste. Cette vision de biologiste, elle est difficile à atteindre, ou en tout cas à caractériser dans le monde fossile, parce que parfois les fossiles, ils sont connus par un seul individu. Alors est-ce que cet individu, il est bien représentatif de l'espèce à laquelle il appartenait? En fait, on ne le sait pas. Des fois, c'est même pas un individu, c'est des fragments de l'individu. Et alors ça, je peux vous dire que c'est vraiment le gros des discussions avec François. Mais comment tu peux dire que cette dent, qui est la seule dent qu'on connaît, vous l'avez trouvée dans des conditions ubuesques, au bord d'une rivière? Qu'est-ce que tu peux me prouver? Comment tu peux prouver que ça appartient bien à une espèce différente de celle qu'on connaît déjà? Et là, je peux vous dire, les paléontologues, ils démarrent. Vite. Hein. Et donc, à chaque fois, la réponse, invariablement, c'était « Et on fait avec ce qu'on a. » Et non, vous ne faites pas avec ce que vous avez. Moi, je collecte. J'ai des collections. Ces collections, tout paléontologue que vous êtes, elles vous sont accessibles. Je collecte pas seulement pour les tissus, je collecte pas seulement pour les biologistes. Mais si vous aviez, générique, hein, la curiosité de venir voir, peut-être que ça vous ferait changer d'avis sur la question. Et effectivement, ça c'est François. C'est-à-dire un ton de docteur, mais pour le bien collectif. Toujours. Et effectivement, c'était complètement honnête, sincère et probablement d'utilité publique comme conseil. Et petit à petit, effectivement, on s'est mis à partager beaucoup, à utiliser les collections, à considérer que les étudiants, les étudiantes qui allaient travailler en paléontologie auraient tout intérêt à travailler avec cette dimension-là aussi. Parfois, les collections fossiles permettaient d'avoir une bonne idée de cette variabilité, et donc une bien meilleure idée de la dimension des espèces fossiles, mais pas toujours. Et donc ça, c'est vraiment des choses que je retiendrai. Et puis, petit à petit, ça a glissé, parce que des fois, il avait des questions morphologiques, et là, il était un petit peu coincé, parce que c'était pas sa culture, c'était pas son expertise. Et donc, discrètement, il venait demander. Et ça, c'est un autre aspect de François. C'est que, oui, il apprenait aux autres, mais il a toujours accepté d'apprendre des autres. Et ça, c'est pour un petit jeune, un freluquet,
comme je l'ai été, ou je suis peut-être encore, bah c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant de voir quelqu'un qui a la connaissance et qui accepte de dire qu'il n'a pas la connaissance de tout. Donc ça, c'était vraiment très très important. Et notamment pour Cryptonanus, le tout petit nain caché parmi les marsupiaux de la savane de Guyane, en fait, il avait des soucis sur les structures dentaires. Les dents de Cryptonanus, elles font moins d'1 millimètre cube. Moins d'1 millimètre par moins d'1 millimètre par moins d'1 millimètre. C'est-à-dire que c'était compliqué de voir les choses. Et de voir la variabilité sur ces fragments ou ces échantillons qu'il avait récupérés dans les pelotes de réjection de rapaces. Et donc ça, c'est du travail qu'on a fait en commun, sous la binoculaire, un vrai partage, un vrai échange de... Là, tu vois, la variabilité, d'un côté, le côté gauche du crâne, il a cette structure, le côté droit, il ne l'a pas. C'est le même individu ou pas? C'est un seul crâne. Et voilà, donc ça c'est des échanges extrêmement enrichissants. Et puis François, il a contribué très très largement, quoique indirectement, au défrichage du registre fossile de Guyane, sans s'intéresser lui-même aux fossiles. Quand il est revenu d'une mission en 2016, il y a eu une énorme sécheresse sur l'ouest guyanais, et donc le Maroni était très très bas. Le fleuve qui jouxte le Suriname était très bas. Et quand il est revenu bouleversé par la sécheresse, par ce qu'il voyait sur les organismes, les plantes qui avaient perdu, les arbres avaient perdu leurs feuilles. Donc il a pas mal discuté à ce propos, mais il était intéressé par autre chose. C'est que pour la première fois, en vingtaine ou une trentaine d'expéditions, il avait vu les roches sous l'habituelle fleur d'eau. Et donc, quand il est revenu, il nous a dit les paléontologues, là, il faut que vous fassiez quelque chose. Voilà, c'est sûr que là, dans les années qui viennent, je ne devrais pas le dire, mais tirez profit du réchauffement. Il faut y aller là, c'est le moment où y aller, vous allez pouvoir trouver des choses que personne d'autre n'a vues. Et donc on a monté des projets pour essayer de trouver enfin des fossiles en Guyane, parce que la Guyane a la particularité, ou avait la particularité à l'époque, de n'avoir jamais livré de fossiles. Pas le moindre. Ces fossiles qui étaient la source de la biodiversité qui intéressait tant François. Et donc c'était un conseil d'amis intéressés. Et effectivement, depuis, ça s'est bien goupillé. D'abord de manière complètement indirecte et très surprenante. En fait, c'est le Centre spatial guyanais qui a livré les premiers fossiles de Guyane. Et paradoxalement, les travaux titanesques de soubassement, de soutènement de la rampe de lancement d'Ariane 6. Voilà. Donc un mal pour un bien. Et plein d'étudiants sont en train de travailler sur ces restes-là. Ça, c'est François. Puis il nous avait dit quand même, le Maroni, c'est vraiment... si vous devez trouver des choses intéressantes, plus intéressantes que les fossiles marins, si vous devez trouver des choses comme les xénartres, donc les mammifères, le grand groupe de mammifères auxquels appartiennent les paresseux et les tatous, qui sont chers à Fred, il faut quand même que vous y alliez. Alors on a essayé d'y aller en 2017, mais il y a eu des blocages, on n'a pas pu. Et puis finalement, en octobre 2021, avec Fred notamment, et avec d'autres chercheurs de l'équipe, avec des policiers du parc amazonien de Guyane, avec des gendarmes et beaucoup trop de légionnaires, on a pu aller sur place et on s'est retrouvé dans la catastrophe, au beau milieu de la catastrophe écologique qui est la prospection illégale de l'or en Guyane. On était 6 chercheurs au milieu de 140 garimpeiros, donc 140 chercheurs d'or clandestins. Et il y a de quoi faire des terrains de foot au milieu de la forêt. C'est pas du tout ce que je souhaite, qu'on soit d'accord. Mais il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt, il n'y a plus... le ruisseau, c'est des lacs d'hydrocarbures, d'eau hydrocarbures avec des métaux lourds dedans. C'était
extrêmement anxiogène, je dirais. Mais, effectivement, de là, encore un mal pour un bien, sortent les premiers restes de la mégafaune, donc de la faune de grande taille, fossile, des Guyanes. Donc c'est un paresseux géant qui a été découvert par des garimpeiros. Et le parc amazonien de Guyane nous a demandé de ne pas en parler, mais je pense qu'il y a prescription, c'est en octobre. Hein. On est d'accord? Il y a prescription, ok. Voilà. En fait, on a réussi, et je pense que François nous aurait appuyé de tout cœur déjà, ou encore. On a réussi à obtenir une trêve, c'est-à-dire que la Légion voulait littéralement tout brûler, tout, avant qu'on arrive. Et, on avait à peu près réussi à leur faire comprendre que si il y avait des mesures vexatoires de ce genre-là, même s'il y avait vraiment des abus sur l'environnement par ces garimpeiros qui étaient clandestins, que c'était eux qui avaient fait la découverte initialement, que si on jouait ce jeu-là, il n'y avait absolument aucune chance qu'ils ne nous livrent la moindre information. Et grâce à cette trêve, on a pu accéder au niveau, on a pu accéder aux fossiles, et puis voilà, c'est à François qu'on le doit. Parce que c'est lui qui a eu cette intuition, et à l'échelle de... C'est en 5-6 ans que ça s'est révélé. Donc c'est vraiment une grande aventure qu'on a pu vivre. C'était un peu difficile, hein, mais c'est grâce à François. Alors, j'ai presque fini. Hein. Je voulais juste dire qu'on a, encore sous l'impulsion de François et toujours sur la Guyane, signé tous ensemble, là, plusieurs du laboratoire, avec un autre forcené qui s'appelle Fabien Condamine, qui aurait pu être là ce soir. Une tribune qui est parue dans un journal complètement cryptique qui s'appelle Nature, sur la stupidité colossale de l'initiative appelée Montagne d'Or, de la mine d'or, de la Montagne d'Or. Et cette tribune, qui initialement devait être signée comme premier auteur Fabien Condamine, on a tous unanimement considéré que celui qui avait la légitimité pour la signer, c'était François. Et François nous a dit, ça tombe bien parce que moi je risque rien. Moi j'ai fait ma carrière, vous, s'il y a des remous, ça peut vous embêter. Et là encore, le François, il était prémonitoire. Parce que figurez-vous que cette tribune, qui est un élément de salut public, eh bien nos institutions, le CNRS, l'Université de Montpellier, l'Institut de recherche pour le développement, comme un seul homme, elles ont toutes refusé qu'on la signe de nos rattachements aux institutions. Et donc c'est, à mon sens, ou à ma connaissance, le seul article, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, signé par des scientifiques dans Nature, avec un scientifique domicilié au Mattel. C'était François Katzeflis à toinadou.fr, les Mattel. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer combien quelque chose qui irait de soi dans un monde où tout va bien, en fait, les responsabilités, c'est les humains qui doivent les prendre, les individus. Les institutions, ça fait longtemps qu'elles sont dépassées. Je terminerai en disant que on avait discuté avec François d'un anthropologue qui s'appelait David Graeber, qui est mort l'an dernier. C'est un anthropologue un peu particulier, qui était à la base du mouvement Occupy Wall Street. Et ce David Graeber, il partageait des idées communes avec François, ou avec moi. Et notamment, il y a une citation qui est « Il est presque impossible de convaincre l'Américain moyen qu'une bande d'Amazoniens puisse peut-être avoir quelque chose à lui enseigner. » Et ça, il faut avoir vécu en Amazonie, avoir vécu avec les Wayampi, avec les Wayana, avec les Ashaninka ou avec ailleurs.
savoir qu'effectivement, on a toujours beaucoup à apprendre des gens qui vivent quelque part, quels qu'ils soient, quelle que soit leur ethnie, leur connaissance, leur religion, quoi que ce soit. On doit toujours apprendre de ceux qui vivent quelque part, surtout quand on va chez eux. Et ça, cette humilité, elle est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose que François avait particulièrement à cœur de partager. Le fait que on est docteur, on est scientifique qu'ici. Quand on est dans la forêt, on est un pauvre petit humain, comme on a un bébé. Parce que ceux qui connaissent, c'est pas nous. Ceux qui connaissent, c'est les gens qui vous accueillent, qui veulent bien vous accueillir. Et que la moindre des choses, c'est de les respecter. Et les respecter, si tout le monde le faisait, peut-être que le monde serait bien meilleur. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace. Et c'est marrant parce que j'apprends plein de choses ce soir. Je découvre tout un aspect de François que je ne connaissais pas, à savoir son univers professionnel. Et en même temps j'y retrouve beaucoup de choses. Quand tu racontais les discussions sur cette fameuse dent fossile et les questions qu'il pouvait te poser, ben moi il me posait les mêmes sur les projets de forage au large de l'Amazonie, au large de l'Amazone brésilien. Où je lui expliquais qu'on allait lancer une campagne sur effectivement des projets de forage pétrolier offshore, en mer. Et puis il me questionnait sur est-ce qu'on était bien sûr que ces projets allaient impacter la biodiversité sous-marine, est-ce qu'on était bien sûr qu'on ne se trompait pas sur la localisation des blocs qui avaient été alloués aux différentes majors pétrolières, et notamment ceux de Total, parce que nous l'idée c'était de lancer une campagne contre Total, et qu'il y avait des blocs qui avaient été alloués à BP, à Petrobras, la compagnie brésilienne ou à d'autres. Et puis est-ce qu'on était bien sûr que quand on écrivait dans des communiqués de presse ou des documents grand public qu'il y avait un risque en cas de marée noire pour notamment la mangrove et la biodiversité du littoral guyanais ou brésilien, on ne se trompait pas. Et c'était difficile de convaincre François parce qu'on n'avait pas tous les éléments. À l'inverse, Total disait que bien sûr que non, que l'étude d'impact était bien faite et qu'il n'y avait aucun risque en cas de marée noire. Et puis François pouvait effectivement jouer un peu l'avocat du diable et me dire mais comment est-ce que vous pouvez apporter des éléments qui contredisent ce que Total pouvait écrire noir sur blanc. Donc voilà, donc au bout d'un moment, quand j'avais tenté de lui répondre et tenté de le convaincre que je n'y parvenais pas, ma stratégie c'était de le mettre entre les mains d'autres personnes qui allaient prendre le relais, notamment notre cartographe qu'il adorait, Adrien, et qui pouvait bien mieux que moi lui montrer précisément la localisation de ces futurs puits de forage de Total et le convaincre que non, on ne se trompait pas sur la localisation des puits, qu'on essayait d'être le plus précis possible et le plus rigoureux possible dans les faits qu'on documentait. Et c'était ça François. Donc moi je l'ai rencontré en 2010 quand je suis arrivé à Greenpeace France. Il faisait déjà partie à l'époque et depuis je ne sais combien de temps, mais depuis plusieurs années, de ce qu'on appelle l'Assemblée statutaire, dont Titouan fait partie aujourd'hui, donc qui est cette instance de gouvernance de Greenpeace France et qui a pour vocation de veiller, de manière assez globale, de veiller au fonctionnement de Greenpeace, au respect de son mandat, de sa mission, et avec des missions plus opérationnelles comme celle d'élire le conseil d'administration, d'approuver le budget opérationnel de l'ensemble de nos activités, d'approuver les résultats financiers, tout un tas de missions un peu statutaires. Et donc François faisait partie de cette assemblée d'une trentaine de personnes déjà. Et assez rapidement, il a pris quelques rôles. Donc il y a eu au début une sorte de rente d'observation. Donc je me retrouvais aussi un peu quand tu racontais les premiers échanges. Parce que moi j'arrivais avec un profil un peu atypique chez Greenpeace. Moi j'ai une formation de journaliste. Je venais d'une autre organisation qui s'appelle Reporters sans frontières, donc sur les questions de liberté d'expression, d'indépendance des médias. Donc rien à voir a priori avec Greenpeace. Et je sentais bien qu'il y avait un petit round d'observation au départ où il fallait que je
que je prouve que j'étais à la bonne place. Je ne sais pas trop comment faire, mais voilà. En tout cas, j'ai essayé de prouver la sincérité de mon engagement. Je n'ai jamais fait croire que j'étais un parfait connaisseur de l'ensemble des dossiers environnementaux traités par Greenpeace, parce que c'était loin d'être le cas, et c'est encore loin d'être le cas aujourd'hui, tellement ces dossiers sont vastes et complexes. Mais assez rapidement, ça a bien pris et bien fonctionné entre nous. Et puis, il s'est posé avec plusieurs rôles, effectivement, au sein de cette assemblée statutaire. Le premier était de partager justement ces connaissances et ces savoirs. Et je me souviens de plusieurs moments où il a expliqué un certain nombre de sujets, de thématiques sur lesquels il avait beaucoup travaillé. Donc une fois, c'était sur la gouvernance internationale de la région arctique, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Greenpeace sur cette région-là. Et donc il avait, je ne sais même pas comment il avait travaillé là-dessus, mais enfin il avait tout un savoir sur le Conseil de l'Arctique et puis les équilibres internationaux, la géopolitique autour de cette région-là. Une autre fois, c'était sur les enjeux autour de l'utilisation et de l'extraction des énergies fossiles dans cette région, donc pétrole et gaz principalement, mais pareil, il avait tout un savoir dans ce domaine-là, et puis surtout il avait documenté ça à force de cartes. François adorait les cartes, je crois, donc il partageait beaucoup ces cartes-là. Et puis une autre fois sur la Guyane, forcément, et notamment sur la communauté Wayampi. Il nous avait raconté ça avec force émotion, et puis en essayant de nous faire toucher du doigt cette réalité de communautés qui vivent effectivement encore au milieu de la forêt et qui sont impactées par les pollutions, bien sûr, mais aussi impactées par des modes de vie qui se sont accélérés. Il nous racontait l'impact des nouvelles technologies, par exemple, dans ces populations-là, avec tout ce que ça pouvait apporter de positif, mais tout ce que ça apportait aussi de négatif, et puis l'impact de modes de vie liés à une surconsommation. Donc il était un peu effaré par le fait que les marques et les logos arrivaient, y compris dans ces régions-là très éloignées, et de dire en fait c'est la mondialisation dans ses extrêmes. On voit les mêmes marques et les mêmes logos de vêtements qu'on peut trouver dans les rues des grandes villes, dans les rues des grandes villes européennes. Et c'était toujours extrêmement passionnant. Et donc ça, c'était sa première mission. Sa deuxième était de nous ramener souvent sur des sujets d'intérêt majeur, mais qui étaient parfois, là aussi pour de bonnes ou de mauvaises raisons, un peu délaissés ou un peu dépriorisés pour Greenpeace, ou des territoires. La Guyane en était un. Il a toujours œuvré pour qu'on s'intéresse plus à ce qui se passait en Guyane. Il a voulu, et il souhaitait... Et il souhaiterait encore, s'il était encore là, qu'on travaille plus en Guyane, qu'on ait des équipes permanentes sur place ou un groupe local en Guyane, et qu'on puisse œuvrer en permanence sur ce territoire-là, et pas seulement en envoyant de temps en temps des personnes de Paris. Et puis il y avait aussi d'autres sujets dont il essayait de nous faire prendre conscience de l'intérêt. Et puis il avait aussi il était très soucieux de questionner l'impact qu'on avait. C'est une préoccupation majeure pour une organisation environnementale comme Greenpeace, de se poser la question de quelle efficacité ont nos actions, quel impact on a réellement ou pas. Ce qui est toujours difficile de le quantifier, c'est toujours difficile de savoir quel est l'impact qu'ont nos activités et nos actions, mais il remettait ça en permanence en débat, et c'était plutôt sain de se reposer la question de est-ce que nos modes d'action sont les bons, est-ce qu'on est toujours aussi ambitieux qu'on a pu l'être, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce qu'on a les bonnes manières d'agir, est-ce qu'on n'oublie pas un certain nombre de fondamentaux. Enfin, il remettait en permanence ça dans les débats au sein de cette assemblée statutaire, et c'était effectivement sain de discuter, de questionner ça en permanence. Et puis, moi, ce que j'ai toujours apprécié chez lui, c'était... je l'ai toujours vu comme quelqu'un un peu à l'avant-garde de quelque chose qui a plutôt tendance à s'étendre, et je le vois de très bon œil, qui est aujourd'hui le fait qu'un certain nombre de chercheurs, d'universitaires, de scientifiques prennent des positions de plus en plus, comment les qualifier, moi je dirais de positions politiques.
un peu en écho à ce que tu disais sur cette tribune, on voit bien aujourd'hui de plus en plus de chercheurs justement signer des tribunes. Alors parfois c'est en leur nom propre, parfois c'est au nom des institutions ou des universités auxquelles ils appartiennent. Mais on voit bien que la multiplication notamment des alertes, des rapports du GIEC, donc ce groupe de chercheurs qui travaillent sur les questions climatiques, fait que les chercheurs, les scientifiques, les universitaires arrivent à sortir un peu de leur devoir alors je ne sais pas si on appelle ça un devoir de réserve, un devoir de neutralité, enfin, voilà, des choses comme ça. Et nous, en tant qu'organisation militante, ça nous aide, et on voit bien sûr ça d'un très bon œil quand on lit et quand on entend des chercheurs qui disent ce n'est plus possible qu'on se contente, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, de faire ce travail de collecte d'informations, de documentation et d'analyse des faits. Il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on aille plus loin dans la mobilisation, notamment des acteurs économiques et politiques. Et on voit bien qu'à chaque sortie d'un nouveau rapport du GIEC, il y en a eu 2 cette année, et bien beaucoup de scientifiques disent qu'il faut aller plus loin que simplement publier ces rapports-là. Il faut en faire quelque chose, il faut taper du poing sur la table, il faut bousculer notamment les responsables politiques et les gouvernements pour s'engager et en faire quelque chose, quitte à en passer par la désobéissance. Et François avait déjà compris ça bien avant tout un tas d'autres scientifiques universitaires ou chercheurs. Il a désobéi à plusieurs reprises. On a vu quelques photos de François en militant activiste pour Greenpeace, sur les OGM, sur les questions climatiques. Et il savait manier, et c'est pas si évident, c'est pas si facile, c'est pas si confortable, il savait manier la rigueur des faits et la capacité à désobéir à la loi. Et il savait non seulement le faire, prendre ce risque-là, mais il savait comment le justifier, il savait comment ramener ça sur le terrain de la légitimité quand la légalité n'était plus là. Il savait comment expliquer à quel point c'était nécessaire, à quel point c'était un mode d'action qui n'était pas forcément le premier choisi, mais que face à l'incapacité d'un certain nombre d'acteurs à bouger ou à changer des pratiques ou des façons de faire, il fallait parfois désobéir. Et c'est vrai que c'est quelque chose de précieux, qui n'est pas si répandu, mais qui a, je trouve, tendance, en tout cas de mon point de vue, c'est mon pur ressenti, mais tendance à se propager. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, je trouve, et efficace. Donc voilà tout ce qui a été marquant pour moi, et je crois, au-delà de ce que j'ai pu en vivre moi, marquant pour Greenpeace, dans les échanges que j'ai pu avoir avec ceux qui l'ont connu depuis plus longtemps aussi, parce que je pense que ça faisait une bonne 30aine d'années, quelque chose comme ça, qui devait être engagé avec Greenpeace, d'abord par un engagement local aussi, mais tu vas en parler, Titouan, à Montpellier et dans la région, mais aussi au niveau national et puis au niveau international, parce qu'il avait une partie de sa famille qui était engagée aussi sur les bateaux de Greenpeace, ce qui faisait que François avait parfois des informations de première main, même avant qu'on les ait, et que c'est lui qui me prévenait qu'il y avait des galères, parce que c'était souvent des galères ou des problèmes sur les bateaux, ou des difficultés, ou des risques, ou des choses un peu inquiétantes. Donc c'était tout ça, voilà. Et c'est quelque chose qui était extrêmement précieux et utile, et qui continue d'être partagé au sein de cette assemblée statutaire et au sein des militants de Greenpeace ici à Montpellier ou dans d'autres régions. Moi je m'appelle Titouan, je suis moitié artiste, moitié chômeur, autant vous dire que je suis parfaitement à l'aise avec l'idée de prendre la parole à la suite de cette brochette d'intervenants. Mais bon. Merci, j'ai appris plein de trucs. Je commencerai par dire que j'ai rencontré François quand j'avais 17 ans, au groupe local de Greenpeace à Montpellier. J'étais étudiant en sociologie, désolé. La fac en face. Angela, dédicace. Et j'ai rencontré François quand j'avais juste 17 ans, et la première chose qui m'a énormément rassuré, c'est cette manière qu'il avait d'être totalement sur la même longueur d'onde de révolte contre l'injustice qu'un minot comme moi, alors qu'il était déjà d'un certain âge vis-à-vis d'une personne de 17 ans. Et c'était la même ferveur, voire plus. Et ça m'a énormément rassuré, parce qu'on passait quand même
ma vie autour de moi à me dire que c'était normal, c'était la jeunesse. Et là, j'avais l'incarnation précise, enfin l'anti-argument par essence, que non, ce n'était pas la jeunesse, que la révolte envers l'injustice c'était une question d'individu, de militantisme, certainement d'expérience, de vécu. Et François, ça a toujours été mon modèle, et ce sera toujours mon modèle sur cette profonde révolte qui l'animait. 1GL, c'est un groupe local, donc Greenpeace a une entité nationale et internationale, et on a des petits ancrages locaux dans chaque ville. On en avait donc un à Montpellier, duquel François a été coordinateur pendant de longues années. Et moi, j'aimerais partager ce qu'il a apporté à ce GL, c'est assez parlant. Il a la scientificité et la rigueur qui infusent dans vos milieux, dans vos laboratoires. Il a réussi à nous l'apporter à nous. Et alors ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Quand j'avais justement 17 ans, et je m'intéressais particulièrement aux forêts du Congo, et en 6 mois, il a quand même réussi à me refiler ça de dossier, à me filer le contact d'un de ses potes chercheurs au CNRS, et à me dire « Ah, tu as 1 an pour faire une conférence dessus ». Et je me suis retrouvé à 17 ans avec un chercheur au CNRS qui faisait sa thèse sur les grands singes de la République démocratique du Congo, à apprendre tout un tas de trucs. Il m'a ouvert une porte sur ce monde-là, qui en tant que sociologue m'était clairement pas accessible. Et il a permis, à moi mais à plein d'autres personnes aussi, de trouver de la rigueur scientifique dans les dossiers que l'on montait pour lutter contre les désastres écologiques locaux. Et ça, c'est une richesse incroyable parce que ça me sert encore aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, je suis absolument pas scientifique et encore moins dans mon pseudo-métier. Et je fais des dossiers sur les nouvelles technologies nucléaires de recherche. Et ça, clairement, c'est François Calzefis. Parce que si je n'avais pas eu son héritage de scientifique, personne jamais n'aurait pu m'apprendre comment rechercher, comment tracer les informations, comment croiser les sources, comment faire une méthodologie, un sommaire, une bibliographie, etc. etc. Et tout ça sert la lutte. Ce qu'il a infusé de rigueur dans notre militantisme local, ça sert la lutte. Ça nous permet de nous opposer à des petits élus locaux, à des petits acteurs d'entreprises locaux qui détruisent l'environnement. Parce que bien souvent, ces gens n'y comprennent rien et ne connaissent pas leur dossier. Et la rigueur qu'il nous a apportée, ça nous permet de dire « Attendez, est-ce que vous êtes vraiment sûr que... » On ne parle pas de puits de forage, mais en l'occurrence, on parle par exemple de pollution à l'uranium, en argon ou d'autres sujets comme ça. La rigueur scientifique qui nous amène permet de contrer l'argumentaire de la langue de bois qui bien souvent nous est opposé dans ce genre de situation. Et ça donne une force incroyable quand on est militant de savoir qu'avec la rigueur scientifique, qu'avec ce bagage scientifique, on peut se permettre de dire dans une certaine mesure qu'on a raison. Et ça change absolument tout quand on est militant, surtout quand on est jeune militant. Je voulais dire aussi que ce qu'il avait apporté, je crois, en général à Greenpeace, tu en as parlé un peu, Jean-François, c'est cette rébellion et cette radicalité qu'il entretenait en permanence, y compris envers, et j'ai envie de dire particulièrement envers sa propre asso. Moi, ça a été un grand modèle aussi là-dessus, cette manière qu'il avait de toujours interroger et de toujours demander, comme tu l'as dit, est-ce qu'on est vraiment à notre bonne place? Est-ce qu'on est suffisamment radicaux? Est-ce que là, on ne serait pas en train de servir à rien, par exemple? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a bien raison de faire ça, etc. Et là, ça, c'est un guide pour moi, mais je sais que je ne suis pas le seul, de toujours interroger ce que l'on fait, surtout quand on est dans une grosse machine comme la nôtre, qu'est Greenpeace. On a toujours besoin de guides pour être sûr de ne pas se perdre, pour être sûr de ne pas devenir qu'une seule, comme il aimait à le dire, une seule grosse machine à communication et à communiquer. Mais être sûr qu'on conserve encore une expertise, une rigueur scientifique qui nous permettent de nous battre pour ce en quoi on croit. Parce que si on n'a pas cette rigueur scientifique, si on n'a pas ces faits étayés, alors on ne devient que des communicants, et si on n'est que des communicants, on perd. C'était la condition de la victoire. Pour lui, c'était vraiment la scientificité et la rigueur, et ça, c'est quelque chose qu'il a apporté à Greenpeace à tous les niveaux, à notre niveau du groupe local, mais aussi avec des chargés de campagne au niveau national. Voilà, donc il a infusé de cela vraiment dans tout Greenpeace France, et c'est quelque chose dont nous lui serons quand même éternellement reconnaissants. Je ne vais pas parler beaucoup plus parce qu'il y a un moment donné où je vais être trop ému et je vais me mettre à pleurer, donc par conséquent, je voudrais juste finir sur les dernières discussions que j'ai eues avec lui à la fin de sa vie.
et qui concernait particulièrement le chamanisme. Alors il a du coup, dans les régions que vous connaissez bien, été en contact avec plein de peuples qui portaient ces valeurs du chamanisme. Il appelait ça les valeurs du chamanisme. Et à la fin de sa vie, il était absolument persuadé que si nous ne revenions pas, je dis nous en tant que Greenpeace, mais bien sûr en tant qu'humanité, il disait qu'il fallait éduquer l'Occident et éduquer Greenpeace. Donc il séparait assez peu les deux au final. Donc nous, voilà. Et nous éduquer avec les valeurs du chamanisme. Il m'a dit plusieurs choses marrantes à la fin. Il m'a dit il faudrait que nous creusions des idées sans Internet. Ce serait bien, ça nous aiderait, on gagnerait du temps. Oui, c'est sûr. Et que les valeurs du chamanisme nous guident. Pour lui, c'était ça. Il fallait absolument que le rapport à la Terre, il fallait qu'il ne soit plus seulement quelque chose d'impalpable que nous manions derrière trop souvent nos ordinateurs et nos bureaux, et voilà, et même en tant que militants, mais qu'il fallait revenir à un ancrage au sein du terrain. Et ça me fait penser à ça, ce que vous avez dit, il faut le ramener sur le terrain, s'intéresser à l'écologie de l'organisme et à revenir aux bases. Il passait sa vie à nous dire ça. Arrêtons. Alors lui, pardon, j'ai encore parlé de communication, mais c'était son grand cheval de bataille. On ne peut pas communiquer sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc il faut avant tout revenir aux bases, et les bases, c'est le terrain. Et comment revenir aux bases du terrain sans s'éloigner de ce qui nous a fondé, à savoir cette légende Hopi des guerriers de l'arc-en-ciel? Eh ben, c'est s'intéresser aux valeurs de ce chamanisme-là, s'intéresser aux messages que portent ces peuples-là, qui sont des messages de respect et qui évacuent la notion d'environnement pour remettre la notion de nature, c'est-à-dire quelque chose duquel on ne serait pas séparé. Et ça tenait énormément à cœur à François. Et je crois que le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre, c'est de garder au cœur, pendant toute notre vie, et pour les générations qui suivent, toutes ces valeurs qu'il nous a transmises. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous avons pu connaître donc François, ses découvertes scientifiques importantes aujourd'hui, mais aussi son engagement aux côtés des chercheurs, des jeunes chercheurs, aux côtés des populations locales qu'il rencontrait. Et sur cet aspect-là en particulier, on pourrait dire qu'il était lui-même, sa manière d'agir, sa manière de voir ces populations locales et leur savoir situé, et il les voyait dans une optique d'écologie décoloniale. C'est dans laquelle nous travaillons actuellement à l'Université Paul Valéry, c'est-à-dire vraiment rendre à ces gens, ces habitants, leur savoir et leur légitimité scientifique aussi. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je donnerai tout de suite la parole à la salle, qui a peut-être il y a des personnes qui ont envie d'intervenir, de partager aussi sur l'engagement de François au sein du foyer rural, les nichoirs dans les arbres des Mattel. Voilà, il y a plein de choses que vous allez nous faire découvrir. Ce qui m'a frappé, c'est son intelligence, évidemment, son humour aussi, et comment dire, son courage jusqu'à la fin de sa vie, et sa volonté de partager, justement, et puis sa façon de tuer les ragondins aussi. Donc, mais c'était pour le bien de la biodiversité, parce que c'était ou les ragondins ou nos légumes. Voilà. Donc il avait choisi. Voilà, donc ouais, plus on vous écoute, plus on se rend compte de la chance qu'on a eu de croiser François. Voilà. Cette histoire de nichoir, c'est pas rien, c'est pas juste faire joli dans les arbres. François nous avait aidé à choisir les lieux, les arbres, nous a sensibilisés sur les questions de bruit, mais aussi de lumière. Il était de ceux qui souhaitent l'extinction des lumières la nuit au Mattel, pour que la biodiversité s'y porte mieux. Il était de tous ces combats, et c'était un vrai plaisir de... Il ne montait plus sur l'échelle, c'est Romaric qu'on faisait monter. Chantal montait sur l'échelle? Ça m'est arrivé. Oui. Ah ben voilà. Et grâce à lui, un peu plus de biodiversité se maintient au Mattel. On est invité à poursuivre. Pendant le confinement strict, eh bien, il a organisé des petites sorties le dimanche avec les enfants, pas très loin, mais en tout cas un peu plus qu'1 kilomètre, et pour faire écouter les oiseaux, et c'était merveilleux.
peux témoigner, moi, de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, beaucoup étonné. François était rigoureux, François était radical, mais c'était pas un excité, il n'était pas violent. Et il avait une sorte de vision à long terme des actions qu'il fallait mettre en place. Bien sûr, quand on est dans l'urgence, il était passionné de mer, il était abonné à une revue sur la mer et il connaissait tout sur la pêche, les poissons, etc. Mon sentiment à moi, c'est qu'il fallait agir tout de suite, quoi. Voilà, et voir de façon peut-être passer en force, quoi. Alors que lui, non, c'était, il était modéré il était radical d'un côté, dans sa façon de penser, dans l'aspect scientifique des choses, dans sa réflexion, dans l'élaboration de sa pensée, mais en même temps, sur l'action, voilà, il avait une grande modération. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Et ce qui permettait une grande efficacité, je crois. Moi, j'ai le souvenir d'une époque, je ne sais plus la date, mais il a été longtemps question et controverse de recherche de gaz de schiste dans notre territoire. Et donc, je le revois encore lors d'une manifestation contre ces explorations prétendues, présumées ou à l'horizon, qui avait été faite à partir du village de Nant, qui est à la limite entre les Cévennes et le poste du Larzac, où il était en tête de manifestation et toujours très investi. Ça, c'était aussi une action militante qui était organisée, j'en sais rien par qui, au niveau local, contre les recherches de forage en but de trouver du gaz de schiste sur notre territoire. Voilà, je le vois encore dans le lit sec de la rivière en train d'exhorter le cortège. L'engagement de François était effectivement orienté vers la sensibilisation de l'enfance, des gens qui auraient pu avoir l'idée d'observer les oiseaux. Et cette idée d'observer aujourd'hui, observer en dehors des écrans justement, c'est très important parce qu'on parle d'une autre forme d'extinction, malheureusement c'est l'extinction de l'expérience. Robert Pyle nous parle de l'extinction de l'expérience chez les enfants. Il y a des enfants qui connaissent plus les noms des marques de vêtements sportifs, par exemple, plus que le nom des oiseaux. Alors sûrement, chez François, il y avait cette envie de partager des connaissances, mais aussi d'aiguiser le regard. On pourrait dire un chercheur aux aguets. Il voulait aussi que les autres puissent aiguiser leur regard et donc observer la vie des oiseaux et d'autres types d'animaux. Et donc c'est très important aujourd'hui de témoigner, de relayer un peu toutes ces actions que François a pu faire dans le monde académique, avec beaucoup de liberté aussi, et dans le monde militant, parce qu'on remarque chez nos étudiants une sorte de perte d'espérance, surtout aussi ceux qui sont très engagés dans les associations écologistes. Et donc, avoir l'image d'un chercheur très engagé donne beaucoup d'espérance. Parce que comme il a dévoué sa vie à l'observation, à l'étude de l'évolution de la biodiversité, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espérance et qui nous invite vraiment à nous engager encore plus. Et donc pour nous qui sommes confrontés à cette génération qui vit avec cette idée d'extinction de l'espèce humaine en particulier, à côté des autres espèces, et bien cette génération peut tirer beaucoup de profit de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, parce que c'est une manière de faire continuer cette action de François dans le monde,
Et je pense qu'il va vraiment inspirer encore beaucoup de générations. Merci beaucoup. Et nous sommes invités aussi par la médiathèque et par la mairie à partager un verre de l'amitié. Merci.